Un millionnaire a vu sa femme de ménage noire dormir dans la rue, ce qui l'a fait ensuite à choquer tout le monde. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. La neige de janvier avait transformé les rues de Chicago en un désert glacé, et c'est précisément cette nuit brutale que Jonathan Rivers a découvert quelque chose qui allait détruire toutes ses certitudes sur lui-même. À 45 ans, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe évaluée à 500 millions de dollars, Jonathan avait toujours cru traiter tout le monde avec égalité et respect. Alors que son chauffeur privé le ramenait à son Penthouse après le dîner de gala de la chambre de commerce, Jonathan ajustait sa cravate en soie italienne lorsqu'il aperçut une silhouette qui tremblait violemment sous le marquise d'un magasin fermé. La personne portait seulement un manteau trop fin pour ce froid atteignant moins 15 degrés. Lorsque la voiture ralentit à cause du feu rouge, Jonathan sentit son sang se glacer en reconnaissant ce visage familier. C'était Diana Washington, sa gouvernante depuis plus de 4 ans. La femme qui arrivait chaque jour à 5 heures du matin pour préparer son café, qui connaissait chaque détail de ses préférences, qui s'occupait de sa maison comme si c'était sa propre famille, était là, sur le trottoir glacé, utilisant des journaux comme couverture. Jonathan s'était toujours considéré comme un patron juste, payant des salaires décents et offrant des congés payés. Mais à cet instant, il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment connu Diana en tant que personne. La réalité le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant 4 ans, Diana avait travaillé dans sa demeure, servant des dîners à des invités qui dépensaient en une soirée l'équivalent de son salaire annuel, et il n'avait jamais demandé quoi que ce soit sur sa vie personnelle. Il n'avait jamais questionné pourquoi elle arrivait parfois avec des vêtements mouillés les jours de pluie, ni pourquoi ses mains étaient toujours plus rugueuses en hiver, ni pourquoi elle hésitait parfois quand il lui offrait des restes de nourriture. « Arrête la voiture tout de suite », ordonna Jonathan au chauffeur, sa voix chargée d'une urgence qu'il montrait rarement. Il sauta hors de la Mercedes chauffée pour affronter le froid mordant, sans se soucier que ses chaussures en cuir à 3000 $ s'enfoncent dans la neige sale du trottoir. Diana leva les yeux, clairement terrifiée de voir son patron apparaître dans de telles circonstances humiliantes. « Monsieur Rivers, s'il vous plaît, ne me licenciez pas », murmura Diana en essayant de cacher le journal qu'elle utilisait comme couverture. Ses mains tremblaient non seulement à cause du froid extrême, mais aussi de la peur de perdre le seul emploi qu'elle avait réussi à garder plus de 6 mois. « Je serai chez vous demain matin comme toujours, je le promets. » Jonathan resta silencieux plusieurs longues secondes, observant les lèvres violacées de Diana, la façon dont elle essayait de se recroqueviller pour conserver la chaleur, et surtout ses yeux pleins d'une dignité blessée qu'il reconnut comme le reflet de sa propre mère des décennies auparavant. À ce moment-là, un souvenir enfoui depuis longtemps refit surface. Lui-même avait été pauvre autrefois, fils d'une femme de ménage qui travaillait 16 heures par jour pour subvenir à ses besoins. « Diana, dit-il en tendant sa main gantée pour l'aider à se relever. Tu vas venir avec moi maintenant. Et demain, nous aurons une très longue conversation sur comment j'ai lamentablement échoué en tant qu'être humain. » La sincérité dans sa voix fit que Diana le regarda directement pour la première fois en 4 ans de travail. Ce que Jonathan n'imaginait pas, c'était que cette décision impulsive déclencherait une série d'événements qui révéleraient non seulement les préjugés cachés de sa propre classe sociale, mais aussi un secret sur le passé de Diana qui reliait leur vie de façon qu'il n'aurait jamais pu soupçonner. Tandis que Diana acceptait sa main tremblante, elle portait en elle une vérité qui pourrait à la fois détruire et racheter l'homme qui avait enfin vu son humanité. Si vous suivez ce voyage de découverte et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette histoire surprenante va se dérouler. Pendant le trajet vers son Penthouse, Jonathan observait Diana dans le rétroviseur alors qu'elle se réchauffait lentement sur le siège arrière chauffé. Ses mains tremblaient encore, non seulement à cause du froid, mais aussi de la vulnérabilité d'être dans la voiture de son employeur dans des conditions aussi précaires. C'est alors que Jonathan remarqua quelque chose qui le troubla profondément. D'anciennes marques de brûlures sur les poignets de Diana, partiellement visibles lorsqu'elle retira ses gants mouillés. « Diana, » dit doucement Jonathan, essayant de briser le silence gênant. « Depuis combien de temps es-tu sans domicile ?» La question sortit plus directe qu'il ne l'avait prévu, mais il avait besoin de comprendre comment il avait pu être aussi négligent envers quelqu'un qui travaillait si étroitement dans sa vie. Diana baissa les yeux, visiblement embarrassée par la situation. « 2 mois, monsieur Rivers ?» répondit-elle d'une voix presque inaudible. « Depuis que mon fils a été emprisonné injustement et que j'ai dépensé toutes mes économies pour payer un bon avocat. » Sa voix se brisa légèrement.
L'appartement que je partageais avec 2 amis est devenu trop petit quand je n'ai plus pu payer ma part du loyer. Jonathan ressentit une vague de culpabilité et de colère monter en lui. Une colère non dirigée contre Diana, mais contre un système injuste et surtout contre lui-même, pour avoir été aussi aveugle aux besoins de quelqu'un d'aussi proche. Il se souvenait vaguement que Diana avait mentionné un fils, mais il n'avait jamais prêté suffisamment attention pour en demander les détails. Arrivé à l'immeuble de luxe où Jonathan habitait, il prit une décision qui choquerait non seulement Diana, mais tout le personnel de l'immeuble. Au lieu de la conduire aux chambres de service au sous-sol, il l'amena directement dans son appartement principal, un pantoux sur 2 étages avec une vue panoramique sur le lac Michigan. Diana resta paralysée à l'entrée, incapable de comprendre une telle générosité. « Monsieur Rivers, ce n'est pas juste », murmura-t-elle, regardant les meubles coûteux et les œuvres d'art qu'elle avait nettoyées des centaines de fois, mais qu'elle n'avait jamais vraiment contemplées comme invitée. « Je ne suis que votre employé. Les gens vont parler. » Jonathan s'arrêta brusquement et se retourna pour la regarder, réalisant pour la première fois à quel point les préjugés structurels avaient même façonné les pensées de Diana sur sa propre valeur. « Tu n'es juste rien du tout, Diana, » dit Jonathan avec une fermeté qui surprit les deux. « Tu es une mère battante, une femme intelligente et digne qui mérite bien mieux que ce que je t'ai offert jusqu'à présent. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « À partir de maintenant, les choses vont être différentes. » Mais alors que Jonathan faisait l'expérience de sa première vraie leçon d'empathie et de justice sociale, il ignorait que sa décision avait déclenché un réseau de préjugés profondément enracinés parmi ses voisins et son cercle social. Margaret Foster, présidente du conseil d'administration de l'immeuble et épouse d'un sénateur, avait déjà commencé à passer des appels stratégiques aux autres résidents, exprimant sa préoccupation concernant le comportement inapproprié de Jonathan. Cette même nuit, tandis que Diana prenait son premier bain chaud en 2 mois dans la salle de bain en marbre de la chambre d'amis, Margaret convoqua une réunion d'urgence avec les résidents les plus influents de l'immeuble. « Nous devons discuter des normes de sécurité et de comportement appropriés », annonça-t-elle sur son ton aristocratique habituel, sans mentionner directement qu'elle parlait de la présence de Diana. Le lendemain matin apporta des révélations qui transformeraient complètement la perspective de Jonathan sur le privilège et les préjugés. Alors qu'il préparait du café pour Diana, chose qu'il n'avait jamais faite pour aucun employé, il trouva un tas de lettres de plainte glissées sous sa porte pendant la nuit. Tout exprimait des inquiétudes concernant des éléments inappropriés dans l'immeuble. Une lettre en particulier, signée par Margaret Foster, fut particulièrement cruelle. « Jonathan, nous comprenons ta phase charitable, mais il y a des endroits appropriés pour ce genre d'aide sociale. Notre communauté a travaillé dur pour maintenir certains standards. » Les mots ne mentionnaient pas directement la race, mais le sous-texte était indubitable et révoltant. Alors que Jonathan ressentait une indignation grandissante face à l'hypocrisie de sa propre classe sociale, Diana se réveillait dans la chambre d'amis, tenant une vieille photo qu'elle portait toujours avec elle. C'était une image de sa mère, décédée il y a 15 ans, en uniforme de femme de ménage, à côté d'un homme blanc bien habillé que Diana n'avait jamais réussi à identifier. La photo avait été prise dans les années 1980, et au verso, écrit de la main de sa mère, il y avait simplement, pour Diana, à propos de tes vrais droits. À ce moment-là, Jonathan et Diana étaient sur le point de découvrir que leur vie avait été liée bien avant cette nuit dans la neige, à travers des secrets familiaux qui expliqueraient non seulement la dévotion inexplicable de Diana à son travail, mais aussi pourquoi elle avait accepté des conditions si précaires pendant si longtemps. Le son de la sonnette annonçant des visiteurs inattendus indiquait que la bataille contre les préjugés ne faisait que commencer. Jonathan ouvrit la porte et trouva Margaret Foster accompagnée de 2 agents de sécurité de l'immeuble et d'un homme en costume qui se présenta comme Robert Harrison, avocat spécialisé en questions de copropriété. Margaret entra sans y être invitée, ses yeux parcourant la pièce à la recherche de Diana avec une expression de mépris à peine dissimulée. « Jonathan, nous devons parler de la situation irrégulière que vous avez créée ici, » dit Margaret, choisissant soigneusement ses mots. Le conseil a reçu plusieurs plaintes concernant des activités non autorisées et des possibles violations des règles de sécurité de l'immeuble. L'avocat acquiesça gravement, comme s'il traitait une affaire d'une extrême gravité juridique. « Et quelle situation serait-ce, Margaret ?» demanda Jonathan, gardant la voix maîtrisée bien qu'il sente la colère monter en lui. Il savait exactement de quoi elle parlait,
mais voulait la forcer à exprimer ouvertement ses préjugés. Je loge une personne chez moi. Depuis quand cela est-il devenu un problème pour le conseil? Vous savez très bien qu'il ne s'agit pas seulement de loger quelqu'un, répliqua Margaret, perdant légèrement son calme. Nous avons des responsabilités envers tous les habitants de cet immeuble. Nous ne pouvons pas permettre que certaines personnes circulent librement dans les couloirs sans surveillance adéquate. Les mots étaient chargés d'un préjugé si évident que même les agents de sécurité semblaient mal à l'aise. À ce moment, Jonathan prit une décision qui allait changer non seulement sa relation avec Diana, mais aussi sa compréhension de son propre privilège et responsabilité sociale. Au lieu d'affronter Margaret directement, il décida d'agir stratégiquement, utilisant son influence et ses ressources pour exposer l'hypocrisie systémique qu'il avait découverte dans son propre cercle social. « Je comprends parfaitement vos préoccupations, Margaret, dit calmement Jonathan, la surprenant par son accord apparent. Vous avez absolument raison sur la nécessité de maintenir nos standards. Il fit une pause délibérée. C'est pourquoi j'ai décidé de mener quelques enquêtes sur tous les habitants de cet immeuble, pour m'assurer que nous sommes tous réellement à la hauteur des valeurs que nous professons. Margaret sembla momentanément confuse, ne s'attendant pas à cette réponse. Eh bien, bien sûr que nous soutenons la transparence, bafouilla-t-elle, visiblement mal à l'aise par le tournant de la conversation. Jonathan sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Après le départ du groupe, Jonathan appela immédiatement son détective privé, Marcus Thompson, un ancien policier travaillant discrètement pour des hommes d'affaires de Chicago depuis plus de 20 ans. « Marcus, j'ai besoin d'un service spécial. Je veux un rapport complet sur Margaret Foster et au moins 5 autres membres du conseil de cet immeuble. Concentre-toi particulièrement sur les aspects financiers, juridiques et tout ce qui pourrait sembler incohérent avec leur image publique. » En attendant les résultats de l'enquête, Jonathan décida d'en apprendre davantage sur l'histoire de Diana. Elle avait mentionné un fils injustement emprisonné, et cette situation éveilla sa curiosité. Quand Diana descendit à la cuisine, il la trouva en train d'étudier intensément une vieille photo de sa mère. « Diana, puis-je te poser une question sur cette photo ?» demanda Jonathan doucement, s'asseyant à côté d'elle au comptoir de la cuisine. « Ta mère semble avoir été une personne spéciale. » Diana le regarda avec surprise, peu habituée à un intérêt personnel sincère de la part de son employeur. Elle a travaillé comme gouvernante pour une famille très riche ici à Chicago pendant plus de 20 ans, expliqua Diana, touchant délicatement le bord de la photo. Elle m'a toujours dit que son patron était un homme bon, différent des autres riches qu'elle connaissait, qu'il la traitait avec un vrai respect, pas seulement une politesse superficielle. Elle fit une pause. Avant de mourir, elle m'a dit que si jamais j'étais en grand danger, je devrais chercher le fils de cet homme. Jonathan frissonna. Elle t'a dit le nom de la famille pour laquelle elle travaillait? Diana acquiesça lentement en retournant la photo. Au verso, en plus du message de sa mère, il y avait un nom écrit au crayon, presque effacé par le temps. Famille Rivers, Jonathan est le fils cadet. Le monde sembla s'arrêter autour de Jonathan. La femme sur la photo aux côtés de son père n'était pas une simple employée. C'était la mère de Diana, et tout devenait clair. Pourquoi Diana avait postulé spécifiquement pour travailler chez lui il y a 4 ans, pourquoi elle montrait une loyauté presque inexplicable, pourquoi sa mère avait gardé cette photo comme un trésor. « Diana, dit Jonathan, la voix chargée d'émotion, je me souviens de ta mère. Rose Washington. Elle m'a pratiquement élevé pendant que mes parents voyageaient pour affaires. Elle m'apprenait les mathématiques à la table de la cuisine et faisait les meilleurs cookies au chocolat que j'ai jamais goûtés. » Des larmes commencèrent à poindre dans les yeux des deux tandis que les pièces du puzzle s'emboîtaient. « Alors tu sais, murmura Diana, que ta famille doit bien plus à la mienne que de simples salaires impayés. » Jonathan comprit immédiatement ce qu'elle insinuait. Sa mère Rose avait été bien plus qu'une employée. Elle avait été la véritable gardienne qui avait permis à ses parents de bâtir leur empire tout en négligeant leurs responsabilités familiales. La bataille à venir ne serait pas seulement contre les préjugés du conseil d'immeuble, mais pour la justice historique que sa famille devait à la famille Washington depuis des décennies. Jonathan a décroché son téléphone exactement à 3 heures de l'après-midi. C'était Marcus Thompson avec des informations qui feraient regretter à Margaret Foster d'avoir jamais croisé son chemin. « Jonathan, ce que j'ai découvert sur vos voisins dépasse l'hypocrisie ordinaire. Margaret Foster doit 200 000 $ en impôts impayés et fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion pour 3 propriétés qu'elle loue illégalement. Sans parler que son mari est enquêté pour détournement de fonds publics.
Pendant l'appel, Diana resta aux côtés de Jonathan, assimilant la révélation sur la connexion entre leurs familles. Elle avait travaillé pendant 4 ans dans la maison du fils de l'homme que sa mère considérait presque comme un père, sans que l'un ni l'autre ne sache ce lien. L'ironie était à la fois douloureuse et réconfortante. Mais ce n'est pas tout au sujet de Margaret, poursuivit Marcus. J'ai découvert quelque chose sur le fils de Diana qui va beaucoup vous intéresser. Michael Washington a été arrêté il y a 3 mois pour un vol présumé de matériel électronique dans un magasin où il travaillait. Mais les enregistrements des caméras de surveillance que la police a perdues montrent clairement qu'il était dans le stock au moment du vol. Quelqu'un de très puissant voulait que ce garçon soit hors circuit. Jonathan sentit son indignation se transformer en une détermination farouche. « Marcus, j'ai besoin de copies de tous ces documents pour demain matin. Et je veux une réunion avec le meilleur avocat pénaliste de Chicago aujourd'hui même. » Il regarda Diana, qui s'était couvert le visage de ses mains, en entendant les preuves de l'innocence de son fils. 2 heures plus tard, Jonathan, Diana et le célèbre avocat David Chen étaient au bureau du procureur, présentant les preuves qui disculpaient Michael Washington. Le procureur adjoint, clairement gêné par la négligence de l'enquête initiale, accepta de réviser l'affaire immédiatement. « Monsieur Rivers, avec ces preuves, je peux faire libérer Michael aujourd'hui même, » assura-t-il, évitant le regard accusateur de Diana. Mais le vrai retournement eut lieu quand Jonathan décida de confronter Margaret Foster publiquement. Il convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'immeuble, invitant non seulement tous les résidents, mais aussi des journalistes locaux qu'il connaissait grâce à ses affaires. Margaret arriva confiante, s'attendant à du soutien pour ses préoccupations légitimes concernant Diana. « Cher voisin, » commença Jonathan, sa voix résonnant dans la salle de réunion pleine à craquer. « Nous sommes réunis pour discuter de normes morales et de comportements appropriés. Je suis entièrement d'accord que nous devons maintenir les plus hauts standards éthiques. » Il fit une pause dramatique, observant Margaret sourire, satisfaite. « C'est pourquoi j'aimerais partager quelques informations sur notre estimée présidente du Conseil. » Le sourire de Margaret disparut instantanément quand Jonathan commença à dévoiler ses dettes fiscales, ses propriétés illégales et les stratagèmes d'évasion fiscale qu'elle et son mari menaient depuis des années. À chaque révélation, davantage de résidents se reculaient physiquement de Margaret, clairement gênés d'avoir soutenu ses initiatives discriminatoires. « Mais ce n'est pas tout, » continua Jonathan, sa voix prenant de l'ampleur. Pendant que Margaret s'inquiétait de la présence de Diana Washington dans notre immeuble, elle a oublié de mentionner que Diana est la fille de Rose Washington, la femme qui a pratiquement élevé 3 générations de ma famille. Une femme qui a travaillé 60 ans de sa vie à s'occuper de familles blanches riches tout en peinant à subvenir aux besoins de sa propre fille. Diana se leva lentement, sa dignité illuminant la salle. « Je ne suis pas venue ici pour chercher vengeance ou causer des problèmes, » dit-elle d'une voix claire et ferme. « Je suis juste venue essayer de survivre et de prendre soin de mon fils. Mais vous avez transformé mon combat en une occasion de montrer votre vrai visage. » Elle regarda Margaret droit dans les yeux. « Je vous pardonne, parce que porter la haine ne ferait que me blesser davantage. Mais la justice doit être faite. » À ce moment-là, Michael Washington entra dans la salle, fraîchement libéré de prison grâce aux preuves présentées par Jonathan. Le jeune homme de 23 ans, grand et digne comme sa mère, marcha directement vers Diana et la serra dans ses bras, des larmes coulant sur leur visage à tous deux. Le silence dans la salle était assourdissant. « Margaret, » dit Jonathan en reportant son attention sur la femme qui semblait désormais s'être rétrécie sur sa chaise, « vous avez un choix. Vous pouvez démissionner volontairement de la présidence du Conseil et chercher de l'aide pour résoudre vos problèmes légaux discrètement, ou je peux m'assurer que ces informations parviennent à toutes les autorités compétentes dès demain matin. » Margaret Foster se leva en titubant, son arrogance complètement détruite. « Je démissionne », murmura-t-elle en quittant rapidement la salle sans se retourner. Les autres résidents qui avaient soutenu ces attitudes discriminatoires commencèrent eux aussi à se disperser silencieusement, honteux d'avoir révélé leur vrai visage. Alors que Jonathan regardait mère et fils se retrouver après des mois d'injustice, il comprit que cette nuit dans la neige n'avait pas seulement consisté à sauver Diana du froid. Il s'agissait de confronter des décennies de privilèges incontestés et enfin honorer la mémoire de Rose Washington, la femme qui avait été plus mère pour lui que sa propre mère biologique n'avait jamais pu l'être. 1 an après cette confrontation qui avait changé leur vie à jamais, Jonathan déambulait dans les couloirs du centre communautaire Rose Washington,
une institution qu'il avait créée avec Diana pour offrir éducation, assistance juridique gratuite et programme de formation professionnelle aux familles à faible revenu de Chicago. Le bâtiment de 4 étages, situé dans le South Side, accueillait plus de 1000 personnes chaque mois et était devenu un symbole de justice sociale dans la ville. Diana dirigeait désormais le centre en tant que présidente exécutive, un poste qu'elle occupait avec la même dévotion qu'elle consacrait autrefois au ménage chez Jonathan, mais désormais tournée vers la transformation des vies. Michael, son fils, avait obtenu son diplôme en droit grâce à une bourse complète financée par Jonathan et travaillait au centre en offrant une assistance juridique gratuite aux personnes confrontées à des injustices similaires à celles qu'il avait lui-même subies. « Jonathan, il faut que tu vois ça », dit Diana en entrant dans le bureau où il révisait les rapports d'impact social du centre. Elle tenait une lettre officielle du maire de Chicago. « Nous avons été choisis comme le meilleur programme d'assistance sociale de la ville. Et regarde qui a signé la lettre de recommandation. » Diana désigna une signature en bas de page. C'était Margaret Foster, devenue bénévole au centre après avoir résolu ses problèmes juridiques. Jonathan sourit, se rappelant la transformation impressionnante de Margaret. Après avoir perdu ses propriétés et affronté les conséquences de ses actes, elle était venue personnellement demander pardon à Diana. Elle travaillait désormais 3 fois par semaine à enseigner l'anglais aux immigrants, une ironie que personne n'avait manquée, mais qui témoignait d'un véritable changement de caractère. « Tu sais, » dit Jonathan en regardant par la fenêtre la cour où des dizaines d'enfants jouaient pendant que leurs parents suivaient des cours de formation professionnelle, « ma mère biologique a appelé hier. Après 15 ans sans contact, elle a enfin compris pourquoi j'ai choisi cette voie. » Il fit une pause, observant un groupe de mères célibataires qui avaient trouvé de meilleurs emplois grâce au programme du centre. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Diana en s'approchant de la fenêtre. Jonathan avait déménagé dans un appartement simple près du centre, abandonnant complètement le style de vie ostentatoire qu'il menait auparavant. Son entreprise hôtelière destinait désormais 30% des bénéfices aux programmes sociaux, et il avait mis en place des salaires décents et des plans de santé complets pour tous les employés. « Je lui ai dit que j'avais enfin appris ce que signifie une vraie famille, » répondit Jonathan. « Rose Washington m'a appris plus sur l'amour et la responsabilité en quelques années d'enfance que mes parents biologiques en décennies. Il était temps d'honorer cet héritage. » Il montra une plaque dorée au mur sur laquelle était gravée une phrase de Rose. « La dignité ne se transmet pas, elle se conquiert par le respect que nous offrons aux autres. » Le téléphone sonna, interrompant ce moment de contemplation. C'était un journaliste de CNN qui voulait faire un reportage spécial sur le centre et sa démarche innovante pour lutter contre les inégalités raciales et sociales. « Monsieur Rivers, votre histoire est devenue un exemple national de comment le privilège peut être utilisé pour créer une justice réelle. Pouvons-nous organiser une interview ?» Pendant que Jonathan prenait rendez-vous pour l'interview, Diana regardait Michael dans la cour, aidant un vieil homme à remplir des documents pour régulariser sa situation d'immigrant. Voir son fils, qui un an plus tôt avait été emprisonné injustement, aider maintenant d'autres personnes à affronter le système judiciaire avec dignité était la plus grande victoire qu'elle pouvait imaginer. « Diana, » dit Jonathan après avoir raccroché, « il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai découvert que mon père a laissé un testament qui n'a jamais été exécuté. Il y destinait une somme importante à Rose, reconnaissant qu'elle avait été fondamentale pour le succès de notre famille. Il tendit un dossier à Diana. 500 000 $ qui auraient dû t'appartenir il y a 15 ans, avec intérêt corrigé. Diana ouvrit le dossier avec des mains tremblantes, mais au lieu de joie, ses yeux s'emplirent de détermination. « Jonathan, j'accepte cet argent, mais pas pour moi. Je veux utiliser chaque centime pour créer un fonds de bourse d'études au nom de ma mère, pour que d'autres enfants noirs aient les opportunités qu'elle a toujours rêvé que j'ai. » À ce moment-là, Jonathan comprit qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que tous les hôtels de luxe qu'il possédait. Une famille choisie, basée sur le respect mutuel, la justice et un amour sincère. Diana n'était plus sa domestique, ni lui son patron. Ils étaient partenaires dans la construction d'un monde où personne ne devrait dormir dans la rue pendant que d'autres gaspillent des fortunes en futilité. Alors que le soleil se couchait sur Chicago, Jonathan et Diana se dirent au revoir à la porte du centre, comme ils le faisaient tous les jours. Ils ne vivaient plus dans un Penthouse isolé, mais dans une communauté où ils connaissaient chaque voisin par son nom et où sa richesse servait à élever les autres, non à les séparer de lui. L'histoire de Jonathan et Diana prouve que parfois, il faut perdre nos préjugés pour gagner notre humanité, et que la vraie richesse est d'utiliser nos privilèges pour créer la justice.
Si ce parcours de transformation et de lutte contre les préjugés a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires montrant comment l'amour et le courage peuvent faire tomber même les barrières les plus anciennes de la société.